Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour ce DeFi Actu du 8 février 2025, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui et on commence par les ETF. Voilà, il y a toujours des choses qui se passent autour des ETF et on commence par Bitcoin. On a eu des sorties le 6 février 2025. Je partage souvent quand il y a des entrées comme ça sur les ETF Bitcoin, c'est bien aussi de voir quand il y a des sorties. Après, c'est vrai que rétrospectivement sur les dernières semaines, les derniers mois, c'était quand même plus rare les sorties que les entrées sur ces ETF. Donc 140 millions de dollars qui sont sortis sur la journée du 6 février et juste 104 millions avec l'ETF de Fidelity. Par contre, à côté de ça, du côté des ETF sur Ethereum, eh ben, ce mois de février commence plutôt bien. On a eu un tout petit peu de sorties sur Grayscale, mais c'est pas étonnant. Grayscale, il y a que des sorties parce que regardez les frais. Ils prennent 2,5% de frais de gestion, alors que tous les autres, ils sont autour de 0,20, 0,25, même un petit peu en dessous. Bref, le mois de février, du coup, commence bien sur les ETF sur Ethereum, puisque juste sur la journée du 4 février, il y a eu plus de 300 millions de dollars d'entrée, bon, massivement chez BlackRock, comme d'habitude, mais Fidelity a rentré aussi quand même pas mal de sous-sous sur leur ETF. Donc là, le mois de février, ça commence avec déjà 400 millions de dollars. Ça veut pas dire que ça va continuer sur cette lancée, mais c'est plutôt bien parti pour Ethereum. On a BlackRock qui renforce sa participation dans Strategy et atteint 5% du capital de la société de Saylor. Voilà, j'ai pas grand chose, j'ai pas beaucoup d'avis sur ça, je trouvais juste intéressant que BlackRock renforce comme ça ses positions chez MicroStrategy. Larry Fink, donc le CEO de BlackRock, je sais pas si particulièrement il est pro BTC ou quoi que ce soit, mais bon, Saylor, il n'y a aucun doute sur la question, donc c'est intéressant de voir ces deux-là se rapprocher, même si BlackRock, ils sont pas quand même connus pour être les plus gentils de la finance. On a le Maryland qui dépose une demande de réserve stratégique de Bitcoin. Le projet de loi 1309, le Strategic Bitcoin Reserve Act, a été introduit pour établir une réserve de Bitcoin pour l'État. Le Maryland est désormais le 17e État à proposer une législation sur la trésorerie en Bitcoin. Je savais pas qu'il y avait déjà autant d'États aux États-Unis qui avaient proposé ce genre de législation. C'est pas très étonnant non plus, avec le gouvernement qu'il y a actuellement aux États-Unis, le fait qu'il y ait carrément un tsar crypto aux États-Unis aussi, ça montre quand même qu'ils sont pro-crypto. Littéralement, on peut pas le dire autrement. On a le CEO de Digital Currency Group qui dit que l'opportunité de l'IA décentralisée est plus grande que Bitcoin. Alors là quand même, il a tenté un truc, je l'aurais pas dit personnellement, même si j'avais des convictions dedans, je pense pas que je l'aurais dit. Après, c'est peut-être plus grand que Bitcoin aujourd'hui. Je pense que ça manque de contexte, et il parlait sûrement d'aujourd'hui, c'est clair que si on parle de Bitcoin au passé, difficile de trouver quand même de meilleurs investissements, vu qu'il est littéralement parti de zéro, et que maintenant il vaut plus de 2000 milliards de dollars, c'est assez fou. Donc il pense que la Decentralized Artificial Intelligence est une opportunité générationnelle et qu'il s'agit de la prochaine grande ère de la crypto. Je suis pas convaincu par ça, mais après je respecte, je respecte les gens qui veulent investir dans le domaine ou quoi que ce soit. Récemment, il y a eu une grosse claque de marché en plus dans cette niche, donc pourquoi pas, pour ceux qui sont intéressés par le domaine. Bon, moi je passe à côté de ça, je vous laisse faire vos propres recherches si ça vous intéresse, les projets d'intelligence artificielle décentralisée. En tout cas, DCG, eux, ils ont versé plus de 105 millions de dollars dans plus d'une douzaine de projets DEAI. Après, l'avantage qu'ils ont, c'est que eux, ils investissent au début d'un projet. Donc certes, il y a des projets qui vont se casser la gueule, mais s'il y en a 2-3 qui réussissent, ils seront quand même rentrés avec un prix très intéressant. C'est clair que c'est pas le Pékin moyen qui va pouvoir faire la même chose. On a Alexei Pertsev, le cofondateur de Tornado Cash, qui est libéré de prison et assigné à résidence sous bracelet électronique dans l'attente d'un procès en appel. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Pour moi, il n'y avait pas de raison qu'il aille croupir en prison. Alors certes, l'outil qu'il a codé, ça a permis à des gens de blanchir de l'argent ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas réaliste et pas connaître le fonctionnement du blanchiment d'argent sur des blockchains publiques pour faire ça. Tout simplement, Tornado Cash, ce n'est pas le seul outil qui permet de blanchir de l'argent. Dans ce cas-là, mettez tous les fondateurs d'exchange. Bon, il y a déjà CZ qui a été en prison, vous me direz, mais les exchanges sont systématiquement ou quasi systématiquement utilisés dans le blanchiment d'argent quand il y a des hacks. En tout cas, quand il y a des gros hacks sur des protocoles. Donc, des outils, il y en a plein. Certes, Tornado Cash, c'est peut-être un outil un peu plus puissant que les autres, mais c'est comme ça. Les gens qui ont vraiment envie de faire des bêtises, ils trouveront forcément un moyen d'arriver à faire leurs bêtises. Alors,
il faut quand même essayer d'empêcher les gens d'en arriver là, il faut quand même mettre des bâtons dans les roues, mais il y a un commentaire sous ce post et je trouve qu'il résume bien le truc. Le coutelier ne devrait jamais être responsable du crime commis avec son couteau. Alors certes, Tornado Cash, si on le compare à un couteau, il est vachement tranchant comme couteau, mais quand même, ça sert à couper de la viande, à couper des légumes, ça peut tuer des gens, mais c'est pas fait pour ça. Tornado Cash, c'est pas fait pour blanchir de l'argent, c'est fait pour ajouter de l'anonymat sur la blockchain Ethereum. Bref, vous avez le droit d'avoir un avis contraire aussi hein, sur ce débat-là, mais bon, je trouve ça dommage de foutre quelqu'un en prison juste pour ça. C'est pas comme si lui-même il avait blanchi de l'argent ou quoi que ce soit. C'est plutôt les criminels qui devraient être mis en prison, parce que eux, peu importe hein, que ce soit Tornado Cash ou autre chose, ils auraient utilisé des outils, ils auraient essayé de blanchir de l'argent, ils auraient volé. Donc c'est pas les bonnes personnes, je trouve, qui sont mis en prison dans ce cas-là. Désolé, je m'éloigne un petit peu du sujet, je digresse. On a Kanye West qui déclare que quelqu'un lui aurait proposé 2 millions de dollars pour scammer sa commu avec un meme coin, mais il a refusé, grand homme. Bon après je pense que 2 millions de dollars c'est pas tant que ça pour lui. S'il avait accepté, il aurait reçu 750 000 dollars d'avance, puis 1,25 million de dollars après les méfaits. Il lui suffisait de dire qu'il s'est fait pirater son compte X. Et là, si vous avez bien écouté, je pense qu'il y en a certains chez qui ça fait ding dans leur tête. Bah, il y a plein de comptes récemment qui se sont fait hacker et comme par hasard ils avaient fait la promotion d'un meme coin pendant qu'ils s'étaient fait hacker. Alors récemment je me souviens avoir partagé le Nasdaq, ça m'étonnerait que le Nasdaq ils aient accepté comme ça de se faire soi-disant hacker, mais des célébrités, peut-être certaines qui sont un peu en déclin, qui gagnent pas particulièrement d'argent, il y a moyen qu'il y en ait 2-3 qui aient succombé à ce genre d'offre. J'ai pas les certitudes, peut-être qu'un jour la justice aura les certitudes pour certaines de ces affaires, mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, soyez prudents, hein, si du jour au lendemain il y a une célébrité qui partage quelque chose sur un meme coin ou quoi que ce soit, évitez d'y mettre les pieds, et évidemment, est-ce qu'on peut croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut voir sur internet? Difficile à dire. Allez, on enchaîne avec les frais de transaction sur Ethereum qui descendent très bas, carrément en dessous de 1 Gwei. C'était arrivé il n'y a pas si longtemps, il me semble que c'était arrivé fin 2024, je ne saurais plus donner la temporalité exacte, et je vois toujours cette confusion sur les réseaux sociaux. Voilà, les frais sont bas sur Ethereum, donc il se passe plus rien, il n'y a plus de transactions. C'est pas vrai, il y a toujours autant de transactions sur Ethereum, si ce n'est plus même parfois. Regardez le graphique des transactions par jour sur Ethereum, est-ce que vous trouvez qu'il a tendance à aller vers la baisse ou quoi que ce soit? Non, il est plutôt stable, il y a toujours autant de transactions sur Ethereum. Alors certes, il y a les Layer 2 et compagnie, il y a plein de bots ou quoi que ce soit qui peuvent faire des transactions. Là forcément, avec ce qui se passe sur Solana, sur Sui, sur Aptos et même sur d'autres écosystèmes, hein, sur Bitcoin aussi d'ailleurs, eh ben, il y a moins d'activité sur Ethereum. Les choses un peu dégènent, elles se passent sur Solana. Pourquoi? Parce qu'elles ont raison de se passer sur Solana. Ethereum, c'est pas fait pour prendre 1 million de transactions d'un coup. Solana, alors 1 million, j'en sais rien, mais Solana peut prendre 1 million de transactions sur une heure, il n'y a pas de problème. Ethereum, 1 million de transactions, ce sera sur une journée. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a le prix des frais sur Ethereum qui peut être assez élevé des fois. C'est parce que on a un tuyau qui permet de faire passer, je vais dire une bêtise, hein, mais 30 transactions par seconde. Je me souviens plus de combien de transactions par seconde c'est sur Ethereum, mais bon, on va dire 30, on s'en fout, même si c'est pas ça. Et là, d'un coup, il y a 60 personnes qui arrivent pour faire leurs transactions. Ça coince, ça peut pas passer dans le tuyau, il y a que 30 transactions qui peuvent passer. Donc pour permettre aux gens de quand même passer leurs transactions quand il y a un peu trop de demandes, eh ben on a un système d'enchères sur Ethereum, c'est pour ça que les frais sont plus ou moins élevés. Et il y a des moments où il y a vraiment beaucoup de monde à l'entrée du tuyau, donc les gens essayent de mettre plus de frais, d'empiler un petit peu. Ah ouais, ok, 10 Gwei, ça a pas l'air de passer rapidement, moi je veux absolument faire ma transaction maintenant, ok, je vais mettre 20 Gwei. Et il y a plein de gens qui vont penser comme lui, qui vont mettre 20, il y en aura trop, donc ensuite il y a des gens qui vont penser à mettre 30, etc. Vous avez compris l'idée. Le truc c'est que il y a un autre effet à ça, quand il y a moins de dégénérie, quand il y a moins de choses qui se passent sur le réseau Ethereum, on retrouve de l'inflation. Ça a été pas mal partagé, oh non, Ethereum est inflationniste, blablabla, blablabla. On pouvait pas avoir un Ethereum qui allait être déflationniste en continu. Ça, je me rappelle en avoir parlé déjà au tout début de The Merge. Je me demande même si j'avais pas déjà fait des théories, des trucs comme ça avant The Merge, mais c'est pas une surprise, je trouve, qu'on ait un Ethereum qui devienne inflationniste, et c'est
c'est comme ça, on aura des phases où de temps en temps on aura un petit peu d'Ether qui seront imprimés, un petit peu d'Ether qui seront en déflation parce qu'il y aura un peu plus d'activité sur le marché, c'est comme ça va être cyclique je pense la supply d'Ethereum, et je pense qu'à long terme on aura un Ether, enfin une quantité d'Ether en circulation qui va rester à peu près entre 2 bornes, alors ce sera peut-être 2 bornes assez serrées, moins resserrées, j'en sais rien, mais je suis à peu près sûr que ce sera cyclique, que des fois on aura de la déflation pendant plusieurs mois, puis ensuite on repartira sur des phases d'inflation ou quoi que ce soit, et pour continuer un petit peu sur tout ça, je vais cacher ma webcam parce que là je vais cacher des données, on a la moyenne des frais de transaction sur Ethereum. Alors la moyenne, je trouve que c'est pas la plus pertinente comme donnée, parce que suffit qu'on ait un pic dans 1 minute de la journée, dans 1 heure de la journée, ça va donner des données complètement inexploitables. Regardez juste la journée ici, je sais pas quel jour c'est, ça a l'air d'être autour du mois de mai, ouais c'est le 1er mai 2022, je crois que c'était un petit peu avant le crash de Terra, c'était les premières secousses, quand il commençait à y avoir le premier dépeg il me semble sur l'UST, on a eu un pic de frais de transaction hyper élevé, parce qu'il y a eu un mouvement de panique, les gens ont voulu vite retirer leur token des pools de liquidité sur Curve et compagnie. Ça n'a pas non plus duré toute la journée, puisque quand on regarde la médiane des frais, et visiblement le 1er mai c'était pas un si gros pic que ça, on a eu un plus gros pic le 12 mai, là ça devait être le jour du crash de l'UST ou un jour après, enfin c'était vraiment proche du crash de l'UST. Donc la médiane c'est pas comme la moyenne, la moyenne c'est on prend toutes les transactions, on divise par le nombre de transactions et on a la moyenne, là la médiane c'est vraiment on prend tous les frais de transaction qu'il y a eu et on va prendre celle qui est au milieu, pour avoir une idée de qui est 50% en dessous et qui est 50% au-dessus. Et du coup, je trouve le graphique de la médiane beaucoup plus exploitable. Alors oui, on peut faire des corrélations entre ce graphique et le prix de l'Ether, mais ça marche pas toujours. Je vais prendre cet exemple-là, autour du mois d'octobre 2023, on a eu un point bas sur la médiane des frais sur Ethereum, et ensuite on a fait que monter jusqu'à à peu près mars 2024. Mars 2024, il me semble que c'était le retour des mêmes coins. Il y avait peut-être aussi un petit peu d'intelligence artificielle, c'est pas à ce moment-là qu'on a eu les agents IA ou quoi que ce soit, hein. Ça arrivait fin 2024, mais il me semble que ce qui a provoqué la hausse des frais sur Ethereum et un petit peu la hausse du marché aussi, c'était en partie suivi par les mêmes coins. Donc octobre 2023 plutôt bas, mars 2024 plutôt haut, on va regarder le graphique sur CoinGecko, donc octobre 2023 plutôt les points bas, et mars 2024 plutôt les points hauts. Ça a marché, ça a été corrélé à ce moment-là, mais si je pars en 2022, quand il y a eu le crash de Celsius, donc c'était autour de juin 2022, les frais ils étaient en baisse, toujours sur Ethereum, mais on n'était pas sur les points les plus bas, alors que si je regarde le graphique, d'ailleurs tout le monde ne s'en rappelle pas, mais Ethereum n'a pas fait son point bas lors du crash de FTX, c'était avant, lors du crash de Celsius, et c'est pas étonnant en fait qu'il y ait eu un plus gros effet en juin 2022, puisqu'à ce moment-là on a eu le dépeg du STETH, et il y a Celsius qui avait perdu beaucoup d'Ethereum parce qu'il les avait confiés à une entreprise qui avait fait je sais plus quoi et qui avait perdu de l'Ether, donc il y a eu vraiment un énorme coup à ce moment-là. Par contre, ça s'est pas répercuté du côté de l'activité, il y a même eu un petit peu de hausse début juin 2022. Bon, par contre ensuite, si on regarde sur novembre 2022, on était plutôt sur les points bas, comme sur le cours de l'Ethereum. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'en arrive à ça? Pourquoi je vous parle de tout ça? On est clairement en train de repartir sur des points un peu plus bas sur le prix de l'Ethereum, et je vais recacher ma webcam, on est clairement sur des points très bas sur la médiane. Ça veut pas dire que c'est le moment où il faut acheter de l'Ethereum ou quoi que ce soit, puisqu'on voit quand même qu'il se passe des mois pendant lesquels c'est relativement bas. Là, le point bas d'octobre 2023, on aurait déjà pu se dire qu'on était sur les points bas en juillet. Vous voyez que c'est passé quelques mois avant que ça remonte. Et si je reprends le graphique en plus, entre juillet et octobre 2023, on a bien baissé. Donc ça veut pas dire que Ethereum est sur un point bas ou quoi que ce soit, ça suffit pas de prendre un indicateur, mais on rentre quand même sur des points bas du côté de la médiane des frais, et on voit la corrélation, il y a eu la même chose du côté du prix d'Ethereum. Ça veut pas dire que ça va repartir tout de suite, je pense qu'il y aura d'autres narratives, il y aura d'autres trucs qui vont réapparaître sur l'écosystème d'Ethereum, je m'en fais pas trop, mais force est de constater que pour l'instant c'est peut-être pas le moment le plus idéal pour s'exposer. Après, il y a pas si longtemps, j'avais remis une petite cartouche sur Ethereum parce que mon portefeuille s'était bien déséquilibré, mais là je me dis, s'il y a moyen que Ether aille chercher encore plus bas, j'ai pas envie de vendre de l'Ether, donc ce que je pourrais faire sur mon portefeuille, ce serait de mettre de l'Ether sur une pool avec de l'Ether et de l'USDC, pour, entre guillemets, shorter Ethereum. S'il va plus bas, j'aurai plus d'Ether, si par contre le prix d'Ether monte, là j'aurai moins d'Ethereum. J'en ai déjà parlé plein de fois de cette stratégie, et j'en reparlerai en détail, je pense, dans le journal DeFi sur mon autre chaîne YouTube. Ça veut pas dire que je vais mettre cette stratégie en place maintenant, j'y réfléchis
réfléchis juste, et si jamais je finis par la mettre en place ou quoi que ce soit, bah, j'en parlerai, je vous remontrerai comment ça se passe, les calculs qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que c'est une stratégie que j'ai pas mal expérimenté depuis 2022, je pense que je l'ai fait plus d'une fois sur la chaîne YouTube. Je l'ai aussi fait avec des stablecoins pour parier plutôt sur la hausse, sur Ether et sur Bitcoin, mais là je trouve pas que ce soit le moment le plus opportun. Quoique, on vient de faire une baisse sur Ethereum, donc techniquement on pourrait plutôt s'exposer à la hausse dessus, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire que c'est pas encore le bon moment pour être sûr de sur quelle direction il faut se placer. Allez, sur ce, on enchaîne avec les mauvaises nouvelles. Il y en a pas tant que ça, j'ai vu 2 alertes de sécurité de la part de Slomi sur 2 protocoles de la Binance Smart Chain, donc on a BankXIO, BankX a priori, et Cashverse. Pour ce qui est de Cashverse, ça a l'air d'être confirmé par un autre compte que je suis. A priori, il y aurait eu une attaque sur ce protocole à hauteur de 108 000 $. Donc c'est pas un énorme hack non plus, ça devait pas être un énorme protocole, vous me direz. Donc soyez prudents si vous faites des carabistouilles sur la Binance Smart Chain, surtout si vous êtes sur des vieux protocoles ou quoi que ce soit. Il y a peut-être des gens, des hackers qui ont trouvé des failles de sécurité sur des vieux protocoles. On a aussi une nouvelle méthode de phishing par rapport à vos seed phrases. Donc, comme d'habitude, ne partagez jamais votre clé privée, vos phrases de récupération ou quoi que ce soit. Et ce qui est assez fou, c'est que là, les scammers vont se faire passer pour une update sur votre portefeuille fantôme et vont vous demander, comme ça, tranquillement, dans le plus grand des calmes, votre clé privée. Évidemment, pour faire une mise à jour ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de votre clé privée, faites très attention. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'utiliser un portefeuille ou quoi que ce soit, on peut facilement tomber dessus. Ça peut arriver que pendant une mise à jour, le portefeuille puisse être corrompu, puisse y avoir quelque chose et que vous deviez réinstaller votre portefeuille dans ce cas-là et remettre votre phrase de récupération, mais vous allez bien vous en rendre compte et ce sera sur votre extension fantôme. Là, c'est des faux sites internet qui se font passer pour votre portefeuille, qui font comme si votre portefeuille s'était ouvert, mais en fait, si vous regardez bien, votre portefeuille n'est pas ouvert, c'est juste un effet comme ça sur la page du site. Donc soyez prudents, faites attention, et évidemment, pour éviter ce genre d'arnaque, tout ce qui est phishing et compagnie, j'ai fait une vidéo récente sur l'autre chaîne YouTube, sur la chaîne principale comme je l'appelle, pour vous parler d'extensions qui sont très pratiques. Alors c'est sur navigateur, sur mobile, il n'y a pas ce genre d'extension, mais si vous utilisez vos cryptos sur un PC ou même sur un Mac, doit y avoir des équivalents sur Mac, et ben mettez ce genre d'extension. Il y en a qui vont vous sécuriser, qui vont bloquer plein de sites frauduleux, qui vont simuler vos transactions. Bref, ça prend 1 minute littéralement pour installer ce genre d'extension, donc prenez le temps de le faire. Je vous mettrai le lien de la vidéo si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Il y a d'autres extensions qui sont pas au niveau de la sécurité, qui sont plus au niveau du confort, on va dire. Je vous invite aussi à jeter un œil sur tout ça. Allez, on enchaîne sur les levées de fonds. Il y en a eu quelques-unes, j'ai pas tout pris, j'ai pris celle que j'ai trouvé le plus intéressant. On a tout d'abord le même coin de Berachain Enlo qui a levé 3 millions de $. Pourquoi pas, hein, même coin qui lève des fonds, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Je suis pas ultra convaincu de tout ça, mais bon, je demande à voir. On a Réservoir qui a levé 14 millions de $. Alors Réservoir, c'est ceux qui sont derrière Relay Protocol, donc un bridge qui fonctionne plutôt bien et qui a été intégré à Jumper il y a pas très longtemps. Je suppose que l'entité du coup qui est derrière Relay, c'est un peu plus grand que ça. C'est comme Jumper, il y a une entité derrière qui s'appelle Liffy. En tout cas, cette levée de fonds du côté de Réservoir, ça peut peut-être montrer qu'il pourrait y avoir un airdrop un jour sur cet écosystème, sur le protocole Relais, parce que ils ont levé 14 millions de $, ça veut rien dire, mais c'est quand même intéressant à regarder. On a une plateforme d'intelligence artificielle décentralisée autonome qui s'appelle Autonolas, qui a levé quasiment 14 millions de $. J'en parlais un petit peu plus tôt justement avec le CEO de DCG, ils n'ont pas investi sur ce projet-là, mais bon, ils ont investi sur plein d'autres projets autour de l'intelligence artificielle. Et pour terminer cette petite rétrospective, on a aussi le protocole de liquid restaking sur Solana qui s'appelle Fragmetric qui a levé 7 millions de $. C'est pas leur première levée de fonds, je l'avais déjà vu passer, je suis sûr à 100% d'en avoir déjà parlé dans les levées de fonds. Je l'ai pas du tout farmé celui-là sur Solana, donc je sais pas si c'est early ou quoi que ce soit. Si vous avez des tokens sol en tout cas, peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là. Comme d'habitude, après les levées de fonds, après les mauvaises nouvelles, on a la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer assez rapidement, mais qui sont quand même intéressantes, c'est important. Donc, on parle souvent de l'USDT, enfin en tout cas j'en parle assez
assez souvent sur les DeFi Actu, c'est vrai que l'USDT c'est assez impressionnant, hein, la quantité de stablecoins qui printent en ce moment, et ben Circle c'est pas mal non plus, hein. Ils sont assez présents sur la DeFi, et récemment le même coin Trump a permis à Circle de grossir encore plus sur Solana d'ailleurs, c'est peut-être ça qui a poussé un petit peu la supply de l'USDC, j'en sais rien. En tout cas, l'offre de l'USDC atteint un record de 56 milliards, il me semble qu'il n'y a jamais eu autant d'USDC en circulation, donc c'est une très bonne chose, ça a doublé quasiment depuis un an. On a METH Protocol, donc le protocole de liquid staking sur Mantle qui annonce sa saison 2, voilà, on va avoir des récompenses, ça devrait arriver le 16 février, donc on en reparlera. Évidemment, la saison 2 est terminée, ils vont lancer une petite saison 3, et ils ont donné la temporalité de cette saison 2, a priori c'était pour l'activité entre le 30 octobre 2024 et le 29 novembre 2024, donc c'est quand même une activité qui date un petit peu. Là on est déjà en février 2025, ça veut dire que quoi, les récompenses de la saison 3, elles sont déjà définitives, je sais pas, un petit peu curieux cette temporalité, mais bon, on verra ce que ça donnera, on en reparlera. 8 milliards, c'est la quantité du SDS en circulation, je l'avais partagé il y a pas longtemps, parce qu'ils avaient passé le palier des 7 milliards, ça va vite en ce moment pour l'écosystème de Sky, anciennement Maker, hein, pour ceux qui s'en rappellent, c'est l'USDS, c'est le nouveau DAI, et toujours dans les stablecoins, il y a eu quand même quelques news autour des stablecoins, on a l'USDT 0 qui est disponible sur Berachain. Bon, c'est pas une surprise, hein, ils avaient dit qu'il serait sur Berachain, donc on peut le bridger facilement entre Inc, entre Ethereum et Arbitrum aussi. Je sais plus si je l'avais passé dans un DeFi Actu, mais l'USDT a changé en quelque sorte sur Arbitrum, maintenant vous l'avez probablement vu, c'est l'USDT 0, c'est exactement le même, hein. C'est juste que maintenant il est conforme au standard de Layer 0 et il peut être bridgé plus facilement. Allez, un mini point airdrop dans ce DeFi Actu, on commence par SolLayer, on a enfin la news sur l'airdrop de SolLayer, ça avait été annoncé plusieurs fois par Bybit, à chaque fois c'était faux, mais là cette fois-ci c'est SolLayer qui l'a annoncé eux-mêmes, donc on peut aller voir si on est éligible pour l'instant, c'est un petit peu curieux ce qu'ils ont fait, on peut juste savoir si on est éligible ou pas. On peut pas savoir encore à combien de tokens on est éligible, ça on le saura que le 10 février, et le TGE, donc le lancement du token et le claim s'effectueront le 11 février, je suppose qu'ils seront listés sur Bybit d'ailleurs, vu que Bybit l'a annoncé déjà plusieurs fois, ce serait vraiment très ironique qu'ils soient même pas listés sur Bybit d'ailleurs. Bref, le claim devra se faire dans les 30 jours après le lancement, donc un petit peu limité, on commence à avoir l'habitude. On a Story Protocol qui a annoncé ses tokenomics, 1 milliard de tokens au total. Oh, comme c'est original, j'ai vu aucun projet faire ça auparavant. Donc 10% de la supply allouée pour l'airdrop, pareil, jamais vu de projet faire ça. Bon, je blague un petit peu, c'est des tokenomics qui sont vraiment classiques, hein, du côté de Story Protocol. Pas trop de surprises, voilà, une bonne partie pour la communauté a priori. Alors il y a quand même un truc qui est un petit peu culotté, ils ont mis les tokens de la fondation dans ceux de la communauté. Je sais pas, la fondation ? Vraiment, la fondation, les tokens de la fondation, ils appartiennent à la communauté. Ils ont des tokens en fait alloués pour des distributions, pour l'écosystème, pour la communauté. La fondation, c'est pour la fondation, c'est pour leur gueule normalement. Donc je comprends pas trop pourquoi ils ont qualifié ça de la communauté. C'était peut-être juste pour faire joli, pour avoir plus de 50% des tokens pour la communauté, parce que sinon ça faisait 48,4. Ah, ils ont mis un petit peu ce qui les arrangeait, je trouve. Mais bon. Les tokenomics, mine de rien, sont plutôt classiques, et j'ai pas du tout farmé Story Protocol, je suis passé à côté, donc j'ai pas d'avis sur le projet, j'espère que ce sera bien pour ceux qui l'ont farmé en tout cas. Un truc très marrant, si jamais vous avez été éligible à l'airdrop de Blast saison 1, et que vous avez vendu tout votre airdrop de Blast saison 1, eh bien vous êtes éligible à l'airdrop de Blast. Alors c'est pas le même, hein, c'est Blast sur Berachain, et c'est assez marrant qu'ils aient fait ça. Je m'attends pas à ce que ça vaille grand chose évidemment, et d'ailleurs le claim de l'airdrop se fera 2 jours après le lancement du token. Donc je la sens moyen cette affaire, mais écoutez, hein, c'est un petit airdrop bonus, si ça vaut quelques cacahuètes, c'est pas grave, ça vaut quelques cacahuètes, personne ne l'attendait, et c'est juste histoire de mettre un petit taquet à Blast. D'ailleurs, en parlant de Berachain, ça y est, l'écosystème est live en mainnet, il y a des protocoles, mais j'ai été jeter un œil vraiment day one,
et j'avais l'impression d'être sur quelque chose d'assez perdu, j'avais l'impression d'être sur Canto, d'être sur Cardano. Il y a beaucoup de tokens propres à l'écosystème, il y a plusieurs stablecoins on dirait, je connais pas du tout l'écosystème, commencez pas à m'attaquer, oui mais t'as rien compris, gna gna gna. J'ai vu qu'il y avait le Oni et le Nectar qui étaient tous les deux à 1$ tout pile, donc il y a l'air d'y avoir 2 stablecoins sur cet écosystème natif. En plus de ça, ils ont fait leur airdrop, à côté de ça, toutes les liquidités qui ont été déposées dans les vaults et compagnie, elles sont prises en otage, et en plus de ça, eh ben, les tokens qui seront airdroppés à ceux qui ont apporté des liquidités sur une blockchain qui met en avant le proof of liquidity, ils sont pas récompensés. Ce sera plus tard. Hein, voilà, vous attendrez, le proof of liquidity, voilà, regardez, sur le papier c'est bien, bon, j'ai pas d'avis technique non plus, j'ai l'impression que c'est un peu du marketing, je pense pas que le proof of liquidity ce soit un truc de fou furieux non plus, ce qu'ils ont construit, c'est vrai que c'est pas quelque chose de commun, qu'ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau, il y a eu beaucoup de débats autour de Berachain, des gens qui critiquaient quoi que ce soit, l'airdrop, même si le token s'est pété la gueule, honnêtement, pour ceux qui l'ont eu, ils devaient être plutôt contents. Il y en a qui ont passé plein de temps sur le testnet, qui ont rien eu. Je sais pas, je farme pas les testnets, donc j'ai dû faire 3-4 transactions sur Berachain, sur le testnet de Berachain, le premier, il y en a eu un deuxième a priori, juste histoire de, j'ai rien eu, hein, sans surprise, mais j'attendais rien de cet airdrop. Donc forcément, j'ai pas été déçu, j'avais pas d'attente, donc j'ai aussi mes billets de mon côté là, j'ai vu de tout, c'est comme tous les airdrops, il y a des gens contents, il y a des gens pas contents. Par contre, ce que je me permets de juger, parce que ça fait des années que je fais ça sur la chaîne YouTube, c'est de regarder la DeFi sur cet écosystème. Alors pour l'instant, il y a de la liquidité, c'est normal, hein, je vous rappelle que c'est pris en otage. Je trouve que c'est même pire que ce que Blast a fait. Parce que Berachain, ils avaient lancé Boyco juste à la fin en donnant des APR, en donnant des APY du style, voilà, si tu déposes 1000$ de liquidité, tu vas avoir tant 2% de rendement sur tes 1000$. Ah, j'aime pas trop les projets qui font ça. Après Berachain, ils ont quand même une communauté derrière. Bon, on aurait pu dire pareil pour Blast et compagnie. À voir comment ça va vieillir, mais pour l'instant, je suis pas trop serein sur cet écosystème. J'ai été voir un petit peu les protocoles, mais c'était peut-être un petit peu tôt. Je vais attendre quelques jours, je vais laisser peut-être 1 semaine, 2 semaines passer, et je ferai un point sur Berachain. Je sais pas si je le ferai sur la chaîne secondaire, la chaîne principale, on verra bien, mais je ferai un point sur cet écosystème, voir s'il y a des opportunités, s'il y a des trucs sympas à farmer, mais pour le moment, c'est pas terrible. J'attends un petit peu, c'est vrai que ces temps-ci, à chaque fois qu'il y a un écosystème qui se lance, c'est un peu pourri au début. Je leur laisse le bénéfice du doute à Berachain. Mais bon, je vais pas non plus leur laisser le bénéfice du doute pendant des semaines et des semaines. Si au bout d'un moment je vois que ça a pas trop changé au niveau de l'écosystème, je regarderai ailleurs et je pense que j'arrêterai de regarder du côté de Berachain. D'ailleurs j'en parle, hein, mais si jamais vous n'avez pas vérifié si vous êtes éligible à l'airdrop, dans le doute, allez vérifier, on sait jamais. Si vous avez des rôles du côté de leur Discord, si vous avez tweeté autour de Berachain, pourquoi pas, vous pouvez vérifier tout ça. J'ai vu un tweetos qui avait dit qu'il avait fait que du FUD autour de Berachain, qu'il avait fait que de critiquer négativement Berachain, et qui a reçu un airdrop de genre 900 tokens ou quelque chose comme ça, bon, sachant que là ça vaut 6$ pièce et qu'au lancement ça valait pas loin de 10$ pièce, donc assez ironique qu'ils aient même littéralement airdroppé des gens qui étaient un peu contre leur écosystème, contre leur proposition. J'ai trouvé ça assez marrant, ça aurait pu être le même du jour, mais j'ai trouvé cette histoire aussi qui était rigolote. Donc on a le créateur de MetaMask qui raconte comment, après avoir été expulsé de sa banque, l'élection de Trump a permis la réouverture des comptes. Le lendemain de l'élection, la banque a contacté notre équipe en demandant « Hey, ça vous dirait d'aller voir un match de basket ?» Mais quel rapport en fait, c'est fou, ils ont fermé leur compte et là ils essayent de se refaire une bonne image de allez, on est des copains, on va aller voir un petit match de basket, on va se saouler un petit peu la gueule et c'est bon, on va rouvrir vos comptes comme si de rien n'était. J'ai trouvé cette histoire assez marrante. Bref, c'est ce qui clôture cette vidéo, c'était le même du jour, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, c'est le plus important, salut tout le monde.